Bonjour et bienvenue à tous pour la dernière séance du cycle Détromper la solitude des mardis de la philosophie. Merci pour votre fidélité. En ces temps bien évidemment particuliers, la séance l'est également. Je suis tout comme vous confiné chez moi et j'espère donc, grâce à ces nouvelles technologies qui font la pluie et le beau temps, le meilleur comme le pire, justement être aujourd'hui un peu plus proche de vous. Proche de vous pour vous dire à nouveau que la seule chose que nous puissions à strictement parler faire de notre solitude, c'est de la dire. Ce que nous pouvons en dire, j'ai tenté de le suggérer et donc de le faire, c'est de distinguer la solitude du solitaire de la solitude de l'esselé pour finir par décrire une figure mère, originaire de la solitude, qui est celle que j'ai proposé d'appeler la solitude du soliste. Parvenu à ce stade, un mot de Samuel Beckett me revient à l'esprit. Quand nous sommes dans la merde jusqu'au cou, il ne nous reste plus qu'à chanter. Et c'est précisément ce que, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je me propose de faire avec vous, chanter. En tout cas, en passer par un chantre, peut-être même par deux. Le premier est Aragon, qui donnera au fond le titre de cette leçon, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Le second est un poète également, un aède même, il s'agit d'Homère, qui nous permettra vraiment de voyager. La question est donc la suivante, aujourd'hui. Est-ce ainsi, ainsi évidemment signifiant seul, est-ce ainsi seul que les hommes vivent? Aussi longtemps qu'ils existent, et même avant, sitôt au fond que nos yeux, leurs yeux aux hommes, s'ouvrent dans le ventre de leur mère, jusqu'à ce que ces mêmes hommes ferment les paupières et rejoignent leur père. La question est bien sûr rhétorique. Pour lui offrir une réponse épique, suivons donc celui qui, sans que son père ni sa mère ne soient des dieux, fut adoré comme l'un d'eux dès l'Antiquité, d'avoir renoncé à jouir de leurs conditions pour accepter de souffrir notre sort, au point de se faire, dans la plus extraordinaire solitude du héros, le héros, cette fois orthographié avec un T, le héros de la solitude la plus coutumière. J'ai nommé bien sûr Ulysse. Trois parties dans mon propos cet après-midi. L'épreuve de la solitude dans l'éros, dans l'amour. La contre-épreuve de la solitude dans la philia. Et la preuve de la solitude dans la proairesis. Commençons donc, bien sûr, par l'épreuve dans l'éros. L'épreuve dans l'éros, première partie donc. Notre histoire commence, je l'ai dit, nous allons chanter. Notre histoire commence au moment où, après la mort de son équipage, que la tempête a précipité par-dessus bord, puis le naufrage de son navire, que la foudre a fait éclater en morceaux, Ulysse qui, seul, l'adjectif est bien dans l'Odyssée, pour la première fois dans l'Odyssée, justement, seul, Ulysse a réussi à s'accrocher à un débris de quilles pour se maintenir à flot 9 jours durant, jusqu'à s'évanouir, brûlé par le soleil, rongé par le sel et glacé par l'eau. Ulysse reprend connaissance au bout du monde, je cite à nouveau le texte, au bout du monde. En l'absence désormais de ses compagnons, dont la présence jusqu'alors le rattachait à Ithaque et lui rappelait sa royauté, il est, Ulysse, plus loin que jamais de sa patrie que depuis 3 ans déjà qu'il a quitté la ville de Troie, il tente de regagner après 10 années de guerre pour retrouver son peuple, son épouse et son fils. Le voici, Ulysse, échoué sur la grève du, je cite, nombril du monde. Ce nombril du monde est l'île d'Ogygie, l'île la plus isolée qui soit, là où personne jamais ne va. Un lambeau de terre séparé de toute autre contrée, aux confins de l'Occident, qui, pour les Grecs, est aussi le point de contact avec l'au-delà. Un endroit, Ogygie, que notre imagination ne cessera de faire reculer à mesure qu'avanceront les explorations maritimes. Callimaque de Cyrène pense à Gozo, proche de Malde, pour situer Ogygie. Pline l'Ancien, toujours durant l'Antiquité, songe à une île au large du cap Colonna. Plutarque situe, lui, ce havre dans l'océan Atlantique, à l'ouest de la Grande-Bretagne, quoique bien plus proche de nous, le célèbre helléniste Victor Bérard revienne à la Grande Bleue, la Méditerranée, en évoquant, pour situer Ogygie,
Lilo-Persil, dit encore Perejil pour les uns, les Espagnols, ou encore Leila pour les autres, les Marocains en l'occurrence, puisque cette île, prétendue, lieu de Gigi, se trouve à 8 km effectivement des terres espagnoles, en tout cas à 8 km à l'ouest de l'enclave espagnole de Ceuta et à 200 mètres seulement au nord des côtes marocaines. Peu importe évidemment d'éventuelles coordonnées exactes sur la carte, si vraiment vous les vouliez, 35 degrés de latitude nord et 5 de longitude ouest pour être exact. Ojiji, quoi qu'il en soit, est un lieu qui est surtout un non-lieu, littéralement une utopie. Hortus conclusus, si l'on me permet d'emprunter à l'Occident chrétien, Ojiji est un cadre enchanteur. Un promontoire rocheux percé d'une vaste grotte où le feu crépite en exhalant des senteurs de cèdre et de thuya, l'aborde une vigne qui porte des prairies de violettes, 4 sources d'eau de pure et un bois luxuriant dont les aunes, les peupliers et les cyprès odorants dansent au gré des vents, pendant qu'y nichent les chouettes et les éperviers, alors même qu'entre ciel et mer s'affairent les cormorans. Au milieu de cette île rochée, de ce promontoire rocheux, une caverne où Calypso a établi sa demeure. Sur cette figure féminine, à la chevelure aussi belle que la voix, Homère entretient le mystère. Contrairement à Hésiode, qui tient les titans Océan et Thétis pour les parents de Calypso, Homère, lui, en fait la fille du géant Atlas, sans mentionner sa mère, qui pourrait être Pléionée. Contrairement à Hésiode, qui compte Calypso parmi les Océanides, lui n'en fait pas une Néréide, mais l'a dit tantôt nymphe, tantôt déesse. Et toute l'ambiguïté est particulièrement truculente. Tantôt déesse, dit Hésiode, et même, je cite, divine entre les déesses, selon une expression qui sert également à désigner dans l'Odyssée les femmes les plus proches de Zeus, Héra et Athéna. Tantôt déesse, donc, Calypso l'est manifestement d'appartenir à la grande famille olympienne, puisque Calypso reconnaît Hermès aussitôt qu'il entre dans son antre, bien que tous les deux ne se soient jamais vus. Calypso ne lui sert-elle pas également, comme il sied pour ses pairs de rang divin, le nectar et l'ambroisie, quand Ulysse, pourtant son hôte, ne goûte pas, lui, au même mets? Un mortel ne peut pas, évidemment, consommer les mêmes mets, les mêmes aliments qu'une immortelle. Et Ulysse, justement, ce mortel, ne préfère-t-il pas marcher derrière Calypso l'immortelle lorsqu'elle l'invite à le suivre? Tout semble indiquer que Calypso est une déesse. Pourtant, Homère la qualifie aussi de nymphe, nymphe aux belles boucles, exactement, selon une expression qui sert aussi à désigner les diligentes filles d'Hélios, le roi du soleil, ses filles s'appelant Lampécie et Phaétose. Alors qu'est-ce qui peut nous donner l'idée, l'impression la confirmation que Calypso est une nymphe? Le fait qu'elle soit entourée d'eau et de végétation, c'est-à-dire que Calypso fait montre effectivement de l'habitat ordinaire de ces divinités secondaires que sont les nymphes et qui personnifient généralement les forces vives de la nature. Du reste, Calypso, qui coiffe sa tête d'un voile, qui pare son corps d'un châle d'un blanc éclatant avant de passer une ceinture dorée autour de ses hanches, fait manifestement honneur à la réputation de séductrice des nymphes. En espérant d'ailleurs, du reste plutôt, jusqu'au bout épouser Ulysse, Calypso ne fait-elle pas preuve de leur statut de jeune femme aux nymphes, en âge comme en veine d'être mariée? La question est donc là et demeure. Calypso est-elle une nymphe ou une déesse ou une nymphe? Dur à dire jusqu'au bout, puisque la première remarque d'Hermès, quand il arrive à Ojiji, consiste à souligner le désert que constitue l'île hauturière perdue dans l'immensité marine. Marine ou océane au regard de la couleur violacée et non azurée des flots qui donc a pu faire penser que nous étions ici dans l'Atlantique et non pas dans la Méditerranée. Nous sommes en tout cas bien à 1000 lieues de toute cité habitée pour, par quelques sacrifices, célébrer les dieux. Or, ce que remarque Hermès, sans un homme pour l'adorer, Calypso pourrait-elle compter parmi les dieux? Et en même temps, de la part d'Hermès, faire remarquer que Calypso ne peut être adorée, n'a-t-il pas précisément le sens
de la signifier comme une déesse. L'ambiguïté du personnage, vous le voyez, demeure et croît d'ailleurs encore dans les représentations que s'en font les hommes, bien après Homère qui, le premier, en a esquissé l'image. Si d'un côté Calypso n'est manifestement la suivante d'aucune grande divinité, comme le sont souvent les nymphes, et si au contraire elle paraît avoir son propre cortège de servantes, elle n'est pas réputée avoir survécu longtemps au chagrin causé par le départ d'Ulysse, en sorte de ne savoir égaler en divinité les déesses qui nécessairement ignorent le séjour des morts. Aussi, Calypso ne vit-elle pas seulement à l'écart, quelque part qui est nulle part. Calypso est à part. Et elle est tellement à part d'ailleurs dans l'Odyssée que tout ce qui la concerne constitue un aparté. Nous ne saurons rien du séjour passé par Ulysse à ses côtés, pourtant largement plus long, 7 ans, nous y reviendrons, que celui qu'il fait chez Circé, à 1 an seulement. Homère laisse parler le héros Ithacien pour conter ses aventures à la cour d'Alkynos, à partir du livre 9 de l'Odyssée, mais justement le récit que fait Ulysse de ses aventures commence et finit par une allusion à Calypso, dont la mention n'est faite, au fond, que pour taire toutes les questions. Pas un mot donc de plus, en tout cas pas un mot de trop, sur ce personnage parfaitement atypique qu'est Calypso, personnage qu'il semble falloir laisser où il est, pour ne pas dire purement et simplement délaissé. Je cite l'Odyssée parce que personne ne se mêle à elle parmi les dieux et les hommes mortels. Le titre, au fond, du drame poétique de l'écrivain vaudois, suisse, donc Daniel Simon, est on ne peut mieux choisi. Daniel Simon écrivait cette pièce, Calypso ou la solitude. Car c'est bien la solitude qu'incarne Calypso, la solitude silencieuse de la haute mer, dans la solitude honteuse de la haute trahison. Son évocation de Calypso par Athéna, dès le début de l'Odyssée, chant 1 donc, son évocation par Athéna, qui plutôt que de l'appeler par son nom, Calypso, la désigne d'emblée comme la fille du malfaisant Atlas, suffit à rappeler que pour s'être rangé du côté de son père lors de la titanomachie, la guerre des titans, les dieux l'ont condamné à passer seul le restant de ses jours sur l'île qu'il a vu grandir. Calypso n'en reste pas moins dangereuse. Sitôt Ulysse jeté par les flots sur la rive de Gigi, son royaume, n'a-t-elle pas, Calypso, jeté son dévolu sur lui, qu'elle maintient depuis sous ses charmes? Alors quel charme? Un point de vue féminin, en l'occurrence celui d'Athéna, que depuis l'épisode de la pomme d'Éris, on sait susceptible en matière de beauté, un point de vue féminin signalera chichement et chastement les charmes de l'esprit qui seraient ceux de Calypso, un chant séduisant et de douces paroles. Un point de vue masculin, en l'occurrence celui de Paul Valéry, que depuis ces fameuses histoires brisées, on sait sensible, Paul Valéry, au conte, soulignera copieusement et même grivoisement, vous allez le voir, ceux du corps. Je cite ici Paul Valéry, donc dans ce récit, intitulé simplement Calypso, « La chair frémissante et nacrée d'un être pur et parfait, semblant tout entier tenir et appartenir à cette conque qui s'approfondissait en ténèbres que l'on devinait tapissée d'une substance vivante, dont l'épanouissement autour d'elle, sur la roche sombre des bords, l'environnait de festons frissonnants, par fuites propagées et de plis curieusement irritables, d'où germaient des gouttes brillantes. » C'est ainsi que Paul Valéry décrit à la fois bien sûr Calypso dans son antre, dans sa grotte, dans sa caverne, et en même temps, bien évidemment, par la métaphore de la grotte, de la caverne, désigne donc Paul Valéry l'amour bien charnel qu'elle peut offrir à Ulysse qui ne s'en prive pas. Calypso, la désirable, c'est une épithète ici d'Hésiode, Calypso, la désirable, est ainsi formidable pour Ulysse, au double sens exactement d'étonnante et de menaçante. Calypso est cruelle d'être si belle. Elle le retient, je cite l'Odyssée, de force, à Nanké, certes, mais
Cette force, bien sûr, qui est celle du charme de Calypso, n'est pas autre que la force de l'amour. Et pour cause. À peine apparue, précise encore ici Paul Valéry, je cite donc, elle créait de l'amour dans la plénitude de l'étendue. Elle le recevait et le rendait avec une grâce, une énergie, une tendresse et une simplicité qui n'ont jamais été qu'à elle. Fin de citation. C'est en effet la solitude qu'incarne Calypso, la solitude également heureuse de l'amour proposé comme la solitude douloureuse de l'amour refusé. Cet amour, en effet, Calypso à la fois le dit, le fait et le prouve. Calypso le dit, cet amour, elle le dit à Ulysse, celui pour lequel elle l'éprouve, dans la mesure où elle parle spontanément à Ulysse la langue qui est la sienne. Je cite cette formule de l'Odyssée, redoutable déesse à la voix humaine, comme l'est la magicienne Circé, elle peut conserver sa vénusté pour converser avec son aimé. Elle n'a pas besoin, Calypso, de prendre, comme le font les dieux, notamment Hermès, les traits d'un simple mortel pour échanger avec Ulysse. Objectera-t-on que Calypso ne lui exprime pas directement sa flamme? Elle n'en cache en tout cas rien lorsque on vient lui évoquer le sort d'Ulysse, Hermès en l'occurrence. De ce sort ne s'en est-elle pas, du reste, souciée la première? N'est-ce pas Calypso qui, alors que les éléments se sont déchaînés contre Ulysse, l'a recueillie, la nourrit, la guérit, avant de lui ouvrir son lit, parce qu'elle l'a choisi pour mari? Cet amour, Calypso le fait ainsi, avec d'autant plus d'ardeur qu'il ne s'agit pas d'humeur. Loin d'une passade, comme en ont l'habitude les dieux avec les femmes, sa liaison avec un homme en a plus que le nom. Avant même les étreintes les plus folles, l'unissent à Ulysse les sentiments les plus sages. Si l'amour de Calypso pour le plaisir, ne fait aucun doute. Elle à qui Hésiode prête d'ailleurs de prolifiques unions avec Hermès, qui étant revenu plus tard la voir, lui aurait permis d'enfanter le peuple entier des Céphaléniens. Si l'amour du plaisir chez Calypso ne fait pas de doute, son plaisir dans l'amour ne fait pas un pli non plus. Elle qui brûle du désir de faire du bien à Ulysse, du bien à celui à qui est fait du mal. Non seulement en le gâtant, mais en le gardant de la vieillesse et de la mort. Cet amour, Calypso le prouve enfin, en prenant soin d'Ulysse, je cite l'Odyssée encore, comme d'un dieu, aussi bien durant son séjour avec elle à Ogygie, 7 ans, nous y reviendrons encore, que pour son départ vers Ithaque. C'est qu'elle ne fait pas, ainsi que Zeus l'a souhaité, qu'autoriser le retour d'Ulysse, et donc son départ d'Ogygie. Et par là même, elle ne fait pas, Calypso, que les retrouvailles d'Ulysse avec la femme qu'il a failli oublier dans ses bras à elle, Calypso, mais qu'il finit par lui préférer. Calypso fait tout pour favoriser le retour d'Ulysse en lui offrant les vivres, les vêtements et les vents nécessaires à son voyage, sans le moins du monde lui tenir rigueur du choix qu'il fait de la quitter. Le voir partir, Ulysse, après 7 ans de vie commune, est pourtant un crève-cœur pour la déesse, la nymphe, la déesse nymphe, la nymphe déesse, un crève-cœur dont Calypso ne se remettra pas, qui n'aura bien sûr à l'esprit l'incipit des aventures de Télémaque de Fénelon. Je vous le rappelle, Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur, elle se trouvait malheureuse d'être immortelle. Sa grotte ne résonnait plus de son chant. Les nymphes qui la servaient n'osaient lui parler. Elle se promenait souvent seule sur les gazons fleuris dont un printemps éternel bordait son île. Mais ces beaux lieux, loin de modérer sa douleur, ne faisaient que lui rappeler le triste souvenir d'Ulysse qu'elle y avait vu tant de fois auprès d'elle. Dans cet incipit de Fénelon, les aventures de Télémaque, qui ne verra justement de surcroît renverser l'incipit même de l'Odyssée. Je poursuis ma lecture de Fénelon. Souvent, elle demeurait immobile sur le rivage de la mer qu'elle arrosait de ses larmes. Et elle était censée se tourner vers le côté où le vaisseau d'Ulysse, fendant les ondes, avait disparu à ses yeux.
Étrange effectivement renversement, c'est désormais à Calypso de pâtir du désespoir qui fait pleurer Ulysse, quand Ulysse est sur son île, Ogygie, jusqu'à désirer périr, lorsque du haut de l'éperon où il mire l'horizon marin, Ulysse pense bien évidemment à Ithaque. En dépit d'une hôtesse qui, emplie de volupté, se donne à lui corps et âme, l'infortuné, comme le nomme Homère, se languit jour et nuit, rongé par la nostalgie. La greffe, en effet, ne prend pas. Ogygie a beau ressembler au paradis. L'île n'est point sa patrie. Le manque est donc là, la conséquence de l'absence et de la distance. Ulysse, un fils de Laërte, se meurt de solitude avec Calypso. Aussi, ne saurait-on prendre avec trop de sérieux, bien qu'elle heurte l'intelligence, la sentence d'Hygin, le mythographe, voulant que, je cite, Calypso, fille d'Atlas, se tuât par amour pour Ulysse. Étrange pour une déesse, effectivement, de se suicider. La chose est-elle seulement possible? On ne saurait trop prendre de sérieux, encore une fois, bien qu'elle heurte l'intelligence, cette sentence d'Hygin. Car, sans raison, et le soupçon émis par d'aucuns, voulant que l'Éros, qu'ils partagent, Calypso et Ulysse, n'entraîne point l'agapé de Calypso pour Ulysse, lors même qu'il y a bien entre ces deux amants de la philia. C'est bien, le mot philia revient plusieurs fois sur les plumes d'Homère, c'est bien le lexique utilisé. Alors bien sûr, la pensée grecque archaïque n'est peut-être pas encore capable d'apprécier moralement l'amour. N'en reste pas moins vrai que Calypso dispense un amour de concupiscence autant qu'un amour de bienveillance pour Ulysse, à Ulysse. De l'éros, mais encore de l'agapé. Bien sûr, il n'y a pas d'effusion lors de la séparation des amants. Mais s'il n'y a pas d'effusion lors de la séparation des amants, c'est que précisément, leur adieu a été consommé, si je puis dire, avant. Au fond de leur nid douillet, 4 jours plus tôt, 4 jours avant que Ulysse ne reprenne la mer, Ulysse et Calypso, je cite l'Odyssée, c'est toujours le chant 5, se rassasièrent d'amour en demeurant l'un près de l'autre. Se rassasièrent d'amour en demeurant l'un près de l'autre. Il faut apprécier, comme il se doit, l'évocation de cette dernière union entre les amants. D'abord, d'un point de vue terminologique, l'idée de se rassasier d'amour est aussi pertinente qu'innovante sous la plume d'Homère, quand on sait qu'en latin, amour, amor donc, dérive étymologiquement d'une onomatopée, âme, soit ces syllabes émises par le nourrisson qui crie famine et qui réclame goulûment le sein de sa mère. Si bien que pour les Romains, et non pour les Grecs, pour les Romains, aimer consiste justement en une demande faite pour assouvir sa faim. Étant donné que nul ne saurait se repaître de soi, c'est-à-dire se repaître de solitude. Nous l'avions déjà évoqué en traitant de l'ennui. D'un point de vue dramatique, la précision sur le maintien de l'un près de l'autre, Calypso près d'Ulysse, dans les bras d'Ulysse, Ulysse étreignant Calypso, après donc leurs unions éventuellement, alors qu'ils vivent, pour ainsi dire, l'un sur l'autre, à Ogygie, où ils ne peuvent que se croiser, suggère qu'il n'est pas ici question d'une scène d'exception. Dans la description, ils se rassasièrent d'amour en se tenant l'un près de l'autre. Il n'est pas ici question simplement d'une scène d'exception, mais c'est au fond une scène d'exposition. D'avoir chez Calypso vécu avec elle, Ulysse n'a pas connu 7 ans de malheur, loin de là, et d'autres traditions feront d'ailleurs au fils naturel ou au singulier ou au pluriel, que Calypso aurait donné au héros en témoigner. Latinos, dit Apollodore, Latinos, eût été le fils naturel de Calypso et d'Ulysse, ou bien encore Nositos et Nosinos, selon cette fois Eustate de Thessalonique, pour les mythographes. Mais l'amour, qui on le voit, se nourrit de la solitude, jamais ne l'interdit. L'amour qui se nourrit de la solitude, jamais ne l'interdit. Dans cette île idyllique qu'est Ogygie, Calypso et Ulysse goûtent
Selon la superbe formule d'Anna de Noailles, dans cette île idyllique qu'est Gigi, Calypso et Ulysse goûtent, je cite, la double solitude où sont tous les amants. La double solitude où sont tous les amants. Calypso est tout amour pour Ulysse. Ulysse est toute solitude avec Calypso. Leurs passions respectives eussent-elles été aussi vives l'une que l'autre, que la leur de passion n'eût point eu d'autre fin. Même l'amour authentique n'est rien que la tentative d'échanger deux solitudes. L'amour authentique n'est rien que la tentative d'échanger deux solitudes. Je cite ici Ortega y Gasset.